d'avoir accepté notre invitation à participer à ce format relativement inédit pour nous de table ronde. Je vous propose qu'on commence par faire les présentations. Patrick, bonjour, vous êtes Chief DEI Officer donc, du groupe Sodexo. Alors en quoi consiste votre rôle, avec quelle feuille de route au sein du groupe ? Bonjour, Patrick Sochnikov. Mes pronoms sont il et eux. Effectivement, je suis en charge de tout ce qui est diversité et inclusion pour le groupe. Alors, au sein d'un groupe et au niveau global, les rôles de D&I sont de définir l'ambition. Où veut-on aller, où veut-on arriver, et comment on va y arriver, donc la stratégie. Le 2, c'est évidemment de co-construire avec les opérations les feuilles de route pour exécuter cette stratégie, puisqu'elle s'exécute au niveau des opérations, bien entendu. Et puis, le 3e rôle, c'est d'assurer que l'entreprise et sa réputation soient reconnues pour ses activités, ses actions et ses résultats en matière d'inclusion et d'équité. Et les résultats, c'est un point important. Évidemment. Clémentine Pastissier, bonjour. Donc vous êtes Chief Sustainability Officer du groupe Clépierre, qui affiche une ambition RSE importante. Du coup, vous allez nous en parler. Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans ce panel. Effectivement, donc moi je travaille chez Clépierre, qui est une foncière immobilière. On détient, pour ceux qui nous connaissent peu ou pas du tout, nous détenons et on gère également un ensemble de portefeuilles de centres commerciaux de premier plan dans les grandes villes d'Europe, Madrid, Oslo, Paris, Copenhague, et peut-être plus près de chez nous, vous connaissez peut-être par exemple Val d'Europe ou Créteil-Soleil, le centre de Saint-Lazare aussi pour les Parisiens. Voilà, effectivement, vous avez raison. Concernant la RSE et l'ambition du groupe, c'est un sujet très important pour l'ensemble des collaborateurs et pour la direction générale. On est très engagé depuis 2013, notamment. C'est vraiment l'année du déclenchement des premiers plans et des premières ambitions. Et puis avec une montée graduelle, tant en termes de gouvernance, on est passé d'un tout petit pôle d'expertise au sein des opérations à une direction corporate représentée au COMEX, mais aussi et surtout, si j'ose dire, en termes d'engagement et d'objectifs. On a aujourd'hui, on pourra peut-être le détailler plus tard, mais un plan d'action qui s'appelle Act for Good, avec des objectifs à 2030, qu'ils soient environnementaux, sociaux, sociétaux, avec un certain nombre d'ambitions, d'objectifs très concrets qui s'appliquent à l'intégralité du portefeuille en Europe. Donc là aussi, une position ambitieuse avec une recherche de résultats en la matière. Et Fatou, bonjour. Donc vous êtes la fondatrice et CEO de la Fresque de l'équité. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette initiative et à quel besoin elle répond ? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, peut-être pourquoi est-ce qu'on a créé cette Fresque de l'équité ? De notre côté, c'est vraiment parti d'un constat que les entreprises parlaient beaucoup d'égalité femmes-hommes, mais en termes de résultats, on n'y était pas encore. Si on regarde les chiffres, aujourd'hui, on n'a aucune femme PDG dans le CAC 40, on n'a que 26% de femmes dans l'encadrement, on a 60% de femmes qui déclarent être victimes de harcèlement au travail. Enfin voilà, il y a quand même des problématiques en termes d'inégalité professionnelle. Et partant de ce constat, moi ayant un background plutôt consulting et entrepreneur, je me suis dit, et si je créais quelque chose, si j'innovais, si je créais un outil qui permette de transformer, de changer les choses et, in fine, de changer la société. Et donc c'est comme ça qu'est née cette fresque de l'équité, qui est, pour celles et ceux qui ont déjà fait une fresque, notamment la fresque du climat, c'est basé sur le même modèle, 2h30, et chez nous, c'est 2h30, 50% sensibilisation et 50% action. Donc on est vraiment, notre objectif c'est vraiment cibler l'impact collectif. Donc comment transformer chacun et chacune des collaborateurs et collaboratrices, mais on va en parler. Absolument. Et justement, donc premier grand sujet de notre échange. Donc le collaborateur doit vraiment, on le sait aujourd'hui, être mis au centre. C'est important des stratégies de transformation. Alors Clémentine, quand on préparait cette table ronde, on se dit justement que plus que la question de la RSE pure stricto sensu, il y avait tout le sujet de mettre le collaborateur au cœur de la transformation, et c'est vraiment ce que vous faites à tous les niveaux chez Clépierre.
vous avez raison, on pourra revenir sur l'exemple de la RSE pure, parce que c'est quand même le sujet de la journée, mais plus logiquement, la logique de transformation et la manière de transformer les organisations, c'est quelque chose qui s'entend évidemment de manière plus large encore que celle du développement durable ou de la RSE. C'est le cas en tout cas pour notre exemple chez Clépierre. Le secteur de l'immobilier de manière générale est soumis à un certain nombre de très grandes transformations depuis les dernières dizaines d'années, et c'est des transformations que le secteur absorbe progressivement. Digitalisation des outils opérationnels, transformation financière, des process, RH, etc. et de la RSE évidemment. Et vous avez raison, cette transformation, elle est souvent importante. Elle remet en cause un grand nombre parfois de prérequis ou d'habitudes sur lesquelles on a fondé notre business model et qu'il faut faire évoluer. C'est pas évident. Et le fait de déployer ou en tout cas d'intégrer l'intégralité des collaborateurs permet ça. Et une fois qu'on s'est dit qu'il fallait les intégrer, c'est comment ? Parce que c'est pas évident en fait d'embarquer des gens qui sont parfois plus ou moins experts des sujets dont on parle, qui sont plus ou moins convaincus, et qui pour autant, si on ne les embarque pas, ça va être très compliqué à l'échelle globale. Voilà, il y a peut-être quelques petites règles d'or, si j'ose dire. La première, elle est évidente et vous la connaissez toutes, mais elle est quand même capitale. C'est évidemment le sponsoring fort du top management. Si vous avez un top management qui est très centré, très auto-centré, assez peu collaboratif, co-constructif, ça va être très difficile. Et ce sponsoring, il est important. Là, je reprends ma casquette plutôt RSE. C'est important parce que c'est un sujet qui peut être pris de manière très différente, experte ou pas experte, ambitieuse ou pas ambitieuse, et si le top management n'a pas pris la vaste mesure du changement que ça nécessite dans son organisation, ça va être très compliqué. Ça, c'est probablement le numéro 1. Le numéro 2, on y veille beaucoup chez Clépierre, mais aussi dans beaucoup d'autres organisations, on peut le voir. Moi, je crois beaucoup au fait d'intégrer ces dimensions RSE dans l'intégralité des process de l'entreprise. C'est très compliqué, on a vécu ça ces 20-30 dernières années, quand la RSE a commencé à émerger, le fait d'avoir une espèce d'équipe, ça c'est une chose, mais encore un plan d'action un peu ad hoc. Le plan d'action qui est assez sympa, où on y passe un petit tiers de son temps quand on le peut, etc. C'est en fait très compliqué d'atteindre des vrais niveaux d'ambition de transformation quand on travaille comme ça. À mon sens, en tout cas, vous devez absolument intégrer les dimensions RSE dans l'intégralité des métiers, des géographies et des process qui existent déjà. Si vous rajoutez cette couche-là, c'est contre-productif. Vous ne transformez pas déjà le métier, vous rajoutez une couche. Et donc, c'est pas vraiment très, très efficace. Donc ça, c'est très important. Et puis après, plus globalement, mais je crois que ce sera l'objet de la dernière question, notamment que l'on va aborder. Une fois qu'on a le sponsoring du top management et cette déclinaison par métier, il faut évidemment envisager beaucoup de communication. De qualité, j'entends évidemment, et de la co-construction. Et ça, c'est assez précieux. Il faut vraiment pouvoir l'organiser en entreprise. On pourra redonner des exemples si vous le souhaitez un petit peu plus tard. Mais en tout cas, c'est la manière dont on a construit Act for Good chez Clépierre. Co-construction interne avec l'intégralité des collaborateurs, à la fois sur leurs avis, mais aussi sur les idées de transformation. Parce qu'on y reviendra encore une fois, mais c'est vraiment par les collaborateurs que le métier se fait. Donc la création de valeur, elle est faite par eux d'abord. Et donc, s'ils n'ont pas la pleine mesure, encore une fois, de l'exercice de transformation, c'est très compliqué. Une approche très, très bottom-up, finalement, de cette transformation. Également, oui. Et Fatou, du coup, sur le sujet spécifique de l'équité et de l'égalité homme-femme, qui est un des sujets de la responsabilité, un des volets de la responsabilité sociale et sociétale, et pas des moindres, comment est-ce qu'on peut impliquer, justement, les collaborateurs à tous les niveaux pour que vraiment on ait une approche transformative efficace, j'ai envie de dire? Nous, on part du principe, et je pense qu'on est assez d'accord, que chaque collaborateur a un rôle à jouer. Et ça, c'est vraiment la base de la façon dont nous, on travaille avec nos entreprises. Et on a 3 leviers clés. Le premier, pour nous, c'est la sensibilisation. C'est qu'en fait, chacune des personnes de l'entreprise doit être sensible à ces sujets-là, doit comprendre quels sont les enjeux au niveau de l'entreprise, mais également au niveau personnel, parce que bien entendu, les deux sont complètement reliés. Donc cette sensibilisation, c'est vraiment la première étape, c'est le premier levier pour nous. Le deuxième levier, c'est la co-responsabilité. Clémentine, vous disiez la co-création. Je pense que les deux vont ensemble. C'est qu'en fait, chacune des personnes est responsable, qu'on soit top management, ou bien qu'on soit également les personnes qui travaillent au jour le jour dans l'entreprise. Chacun est responsable du changement de l'entreprise et chacun est responsable du changement de culture. Parce qu'en fait, ces sujets-là, que ce soit l'égalité femmes-hommes ou les autres sujets diversité, sont des sujets de culture. Donc pour transformer la culture, il faut que tout le monde soit responsable et se sente responsable de cette culture. Et en troisième, bien entendu, c'est de mettre en place des actions concrètes.
C'est que c'est génial d'avoir une idée, d'avoir un plan, etc. Mais s'il n'y a pas d'action qui permette de changer les choses au jour le jour au sein de l'entreprise, en fait, il n'y aura pas de changement. Donc nous, aujourd'hui, on travaille avec plus de 70 entreprises, que ce soit des grands groupes ou des plus petites entreprises. Et depuis nos 4 ans d'existence, on a toujours suivi le même modèle avec les entreprises avec lesquelles on travaille. C'est d'adapter les formations. Donc par exemple, on a une formation qui est adaptée au CODIR COMEX, parce qu'en fait, les enjeux sont différents. On va également avoir des formations dédiées au monde de la tech. Parce que bien entendu, là encore, les problématiques sont qu'une femme sur 2 quitte le monde de la tech avant 35 ans. C'est vraiment spécifique au métier de la tech. Comment est-ce qu'on fait pour leur mettre en avant, pour les sensibiliser des chiffres qui leur parlent, et également d'identifier des actions concrètes qui ont déjà été mises en place dans d'autres entreprises de la tech. Et en deuxième, c'est vraiment l'autonomisation des collaborateurs grâce à des formations en interne. Donc en fait, nous, on fait ce travail de transmission des clés d'animation pour qu'en fait, chacun et chacune puisse agir au niveau de l'entreprise, en fonction de ses équipes, en fonction de son domaine. Et en dernier, c'est d'accompagner le changement. C'est pas juste de s'arrêter à on a fait un atelier superbe, on est sensibilisé, on a identifié des actions. Non, c'est comment est-ce que on a une roadmap, comment on met en place des KPI pour pouvoir mesurer notre changement. Pour donner des exemples, on a accompagné une entreprise sur de la communication, parce qu'il y avait plein de choses qui avaient été mises en place en interne, un site internet pour pouvoir partager si on a été harcelé. Il y avait des programmes de mentoring, il y avait des programmes autour de la parentalité, des retours de maternité, mais en fait les collaborateurs de l'entreprise n'étaient pas au courant de toutes ces actions qui avaient été mises en place au final par le management. Et donc là, c'est des vidéos de sensibilisation. On met également en place des kits d'animation pour qu'en interne, encore une fois, il y ait cette autonomisation où les collaborateurs, collaboratrices puissent eux-mêmes animer ces ateliers de sensibilisation et animer ce partage de communication. Donc si je résume, oui, le rôle du collaborateur est clé et au final, c'est votre force de frappe. Là, on parle de 400 000 collaborateurs, c'est 400 000 acteurs du changement et acteurs exactement de la transition. Dire, ça me fait une parfaite transition. Patrick, donc Sodexo, c'est un groupe très important en termes de nombre de collaborateurs, de répartition dans différents pays. Comment est-ce qu'on peut infuser cette transformation de façon différenciée, parce que finalement, c'est un peu ce que disait Fatou, et puis participative aussi. Oui, alors Sodexo, c'est une 50aine de pays, c'est 430 000 personnes. Et c'est surtout 30 000 sites sur lesquels ces 430 000 personnes travaillent. C'est-à-dire que l'un dans l'autre, on est à peu près à 14. Une équipe, un site, c'est 14 personnes. Donc, ça c'est une première chose. Deuxième élément, c'est que je vais faire un lien entre l'inclusion, qui est le sujet dont j'ai la responsabilité aujourd'hui, mais un autre sujet qui est l'objectif, l'ambition net zéro à 2040, qu'on s'est fixé. Si ça ne se passe pas sur site, ça ne se passe pas. C'est-à-dire que, en finalité, notre empreinte, elle est ce que nous servons, ce qui est dans l'assiette que vous allez consommer dans un restaurant géré par Sodexo. Et donc, cette assiette, elle est le fruit du travail des gens qui sont sur site. Et puis, toute une série de personnes en amont et des milliers de personnes en amont. Donc, si ça ne se passe pas sur site, ça ne passe pas. Et l'inclusion, c'est pareil. Donc, si vous voulez faire en sorte que quelqu'un se sente inclus, eh bien, au niveau global, je peux faire tout ce que je veux, je peux avoir les discours les plus intéressants du monde, ça ne va rien changer. Ce qu'il faut, c'est que la personne se sente inclue lorsqu'elle arrive dans son équipe sur site. Et donc, par exemple, il faut mettre en place des initiatives. On a une qu'on appelle 3 Checks for Inclusion, qui est en fait un guide de conversation pour le responsable ou les responsables de site. Lors d'un briefing, et des briefings quotidiens sur les restaurants, un par semaine ou un toutes les 2 semaines, il y ait une conversation qui soit liée à des sujets de l'inclusion. Au biais, à la perception, à la manière, est-ce qu'on se sent confortable, est-ce qu'on sent qu'on peut s'exprimer. Et donc il y a un guide, puis il y a la formation qui va avec le guide, évidemment, et puis il y a un suivi derrière, et il y a des retours d'expérience. Donc, c'est possible. C'est possible pour autant qu'on fasse des outils extrêmement pratiques, très localisés, qui sont où les conversations qui ont lieu en Inde ou au Chili ou en France ne sont pas exactement les mêmes. Les sujets abordés sont similaires, ou pas forcément, mais par contre, l'objectif pour les collaborateurs de se sentir inclus, de se sentir appartenir à l'entreprise, c'est le même. Et c'est dans l'intérêt aussi des opérations, parce que les responsables de site, ils veulent surtout pas du turnover sur leur exploitation.
ça perturbe, ça fout le bazar dans leur business. Donc, on a des objectifs business très clairs qui sont compris localement avec des outils très simples. Et puis, il faut 5 ans pour le mettre en œuvre. Voilà. Donc la dimension temps aussi, elle est très importante finalement. C'est intéressant ce que vous dites sur la notion de site parce que bon, certes le cas de Sodexo est un peu particulier. D'un autre côté, en réalité, finalement chaque acteur, parce qu'il a un retailer, des magasins, Clépierre, différents centres commerciaux, a finalement cette notion de site à gérer, Clémentine. Oui, vous avez raison. On se retrouve sur une activité très très différente, mais effectivement, on a des activités multisites avec à chaque fois une équipe en charge et qui est très clairement la figure de proue de l'entreprise. Si les plans d'action que l'on a définis au niveau corporate, au siège, ne sont pas déclinés jusque sur chacun des sites, la transformation globale clairement n'aura pas lieu. C'est évident. Ouais. Ouais. Alors là, on a beaucoup parlé de sujets d'inclusion humain, etc. Si on remet cet impact social, si on le relie à l'impact environnemental, qui est l'autre grand volet de la RSE, Fatou, par exemple, vous utilisez une méthode qui s'appelle SAE, scientifique, accessible, efficace. Donc, vous l'utilisez pour la fresque de l'équité, mais est-ce que ça serait applicable, par exemple, à un volet plus autour du climat, de la biodiversité, plus sur ce volet environnemental, justement ? Tout à fait. Déjà, si on part du principe que nous, on s'est inspiré de la fresque du climat, donc clairement, il y a déjà des liens entre les deux. Ça s'appelle RSE parce que S et E vont ensemble et Patrick le disait juste avant. Nous, notre méthodologie, par exemple, le pilier scientifique, il est basé sur le fait qu'on aime montrer des faits. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si ce n'est pas des faits concrets, en fait, on peut les remettre en question. Le changement climatique n'existe pas. Les femmes n'ont pas de différence de salaire avec les hommes. Donc en fait, nous, on utilise des faits scientifiques qui sont basés sur des sources telles que l'ONU, le FMI, etc., pour pouvoir vraiment prouver tout ce qu'on dit. Et à partir de là, c'est difficile de le remettre en question. Accessible, parce que comme on l'a dit juste avant, toutes les personnes doivent pouvoir prendre en main le sujet, le comprendre, mais également passer à l'action. Et enfin, efficace, parce qu'on est quand même dans des entreprises, donc il y a un enjeu de performance. Donc il faut que les choses soient efficaces, à savoir que chacune des personnes puisse les prendre en main, les mettre en action le plus rapidement possible et avec des actions très concrètes que l'on mesure. Donc oui, pour moi, c'est la même méthodologie qu'on utilise aujourd'hui pour le climat, pour la biodiversité. Et de tous les cas, ces deux sujets sont reliés. Aujourd'hui, 80% des personnes qui vont être déplacées sont des femmes, c'est elles qui sont le plus impactées. On parle de biodiversité, ces problématiques-là, elles vont toucher également les femmes dans les communautés. Donc les deux sujets sont reliés et je pense qu'on pourrait faire un meilleur travail à les relier un peu plus. Donc là, heureusement, on a de la chance, on a des personnes dont les entreprises sont déjà très actives sur ces sujets-là. Mais je pense qu'il y a encore un petit travail à faire pour bien relier ces deux piliers, le S et le E. Et alors justement, Patrick, quel est le regard que vous, chez Sodexo, vous portez sur la liaison de ces deux enjeux, S et E ? Je ne vais pas répéter ce que Fatou a dit. Chacun a un rôle à jouer, et tu l'as dit aussi. Je vais prendre 2 exemples. On est très engagé sur le sujet du déchet alimentaire. C'est la moindre des choses par rapport à l'activité essentielle, principale de Sodexo. La personne sur un site la plus importante pour gérer et avoir un impact sur le déchet alimentaire, réfléchissez une demi-seconde et dites-vous, ce serait qui la personne la plus importante ? Les personnes les plus importantes sont les plongeurs. Parce que les plongeurs, c'est eux qui récupèrent les déchets. C'est eux qui donc font en sorte qu'on les mesure, qu'on les trie, qu'on sait exactement ce qui est jeté et pas jeté par les consommateurs, ce qui nous permet d'agir ensuite sur les consommateurs et les communiquer, par exemple, ce qui a été jeté la veille, ou sur la semaine, ou sur le mois, les progrès qui sont faits. Engager les gens dans un processus vertueux de réduction des déchets. Donc si le plongeur ne comprend pas son rôle, on va nulle part. Et je vous assure que c'est vrai. Et le plongeur, quand on lui dit de peser les déchets, pour eux, les plongeurs, c'est du taf en plus. Ça ne leur fait pas plaisir. Ils n'ont pas plus de temps, ils ne sont pas plus payés pour faire ça. Donc, s'ils ne comprennent pas le rôle qu'ils ont à jouer et qu'ils n'y mettent pas du sens, ça ne marche pas. Donc, juste pour illustrer le fait que chacun a un rôle à jouer, parce que ça peut... Parfois, on a l'impression que c'est un discours un peu bateau, mais je peux vous assurer que c'est la réalité. Je prends un deuxième exemple très rapide. Vous savez, le directeur culinaire d'un pays, c'est la personne qui valide, qui établit avec ses équipes et qui valide les menus qui vont être servis et proposés aux clients et servis sur les restaurants. Si on veut réduire notre impact d'émissions, il faut rebalancer les protéines, animales, végétales, je ne vais pas vous faire le discours. Et donc,
cette personne, la direction culinaire, elle a un rôle considérable à jouer. Parce que, en fonction de sa compréhension de son rôle, de sa capacité à faire des choses qui sont bonnes et que les gens vont avoir envie de manger à base de légumes, eh ben, elle influence complètement notre trajectoire de zéro dans un pays. Donc, on est vraiment à tous les niveaux de l'entreprise dans une nécessité de comprendre l'enjeu. Et c'est évidemment vrai, sur le leadership, il faut un leadership complètement engagé. J'ai envie de dire, ça va de soi. C'est le cas, ça s'est fait. Après, comment est-ce qu'on le met en œuvre? C'est vraiment au niveau des personnes que ça se passe. Et alors, il y a aussi un enjeu, donc là, c'est les collaborateurs en interne à l'entreprise, mais Clémentine, plus globalement, il y a vraiment le sujet de l'implication des parties prenantes, le fameux Scope 3 dont on parle beaucoup et qui constitue, en fait, on le disait avec Patrick, une partie majeure des émissions sur le plan environnemental. Chez nous, c'est 99%. 99%, c'est le Scope 3. C'est du Scope 3. Ouais. Chez nous, c'est un tout petit peu moins de 90. Donc, mais c'est les mêmes ordres de grandeur. Ouais. Oui, c'est exactement les mêmes ordres de grandeur. Et je pense que c'est important, on parle de transformation, d'implication. Les collaborateurs en interne, c'est sûr. Moi, j'aime bien aussi ce concept de responsabilité élargie. L'entreprise, on peut aussi la vivre comme une caisse de résonance. En tout cas, on le fait comme ça chez Clépierre. Alors, on a un objet qui s'y prête beaucoup. Le centre commercial, il y a 750 millions de visites par an dans les centres Clépierre. C'est une audience formidable aussi pour engager les parties prenantes. Les communautés locales, on leur a dédié d'ailleurs un pilier de notre stratégie, mais aussi vraiment les partenaires business, les enseignes que l'on accueille dans nos centres sont nos clients. Et c'est assez rare d'engager ses clients. On engage beaucoup ses prestataires, ses fournisseurs, etc. Les clients, un peu moins. Dans notre industrie, c'est vraiment le cœur du sujet. C'est eux qui proposent le commerce que l'on met à disposition des visiteurs, évidemment. Et donc là, on a aussi beaucoup d'actions chez Clépierre, voilà, pour faire en sorte que les centres commerciaux du groupe soient aussi un véhicule d'engagement des parties prenantes de manière plus générale. Et c'est d'ailleurs un changement qu'on a fait progressivement. On n'y est pas allé tout de suite sur ce sujet-là. Mais encore une fois, dans notre plan 2030, on a aussi un pilier entièrement sur la promotion d'un commerce plus responsable. C'est typiquement pas tout à fait notre métier, si on y pense bien. On est propriétaire de biens immobiliers. C'est un peu comme si votre propriétaire d'appartement vous apprenait à mieux consommer l'eau dans votre baignoire. Bah, c'est quand même un petit peu ce qu'on fait, parce que nous, on engage les enseignes à transformer aussi leur manière de travailler pour que globalement le centre propose un commerce plus responsable. Et ça, c'est très important. Il y a beaucoup de choses à faire à différents niveaux. L'échelle locale est absolument importante, notamment en co-construction quand on intègre, etc. L'échelle plus institutionnelle et corporate est aussi importante, notamment pour prendre des grands engagements. Je vous donne un exemple de quelque chose qu'on a mis en place chez Clépierre et que j'invite vraiment toutes les entreprises à faire. On a développé ce qu'on appelle un comité RSE scientifique ou comité scientifique RSE, peu importe. C'est pas tout à fait un comité des parties prenantes, mais ça y ressemble un peu. On a sollicité des experts thématiques reconnus sur les thématiques RSE qui sont les plus matérielles ou significatives pour le groupe. Climat, par exemple, Jean Jouzel nous a accompagnés, on avait des experts de la consommation, par exemple, etc. Et avec eux, on a vraiment réfléchi au niveau d'ambition que pourrait prendre le groupe en termes d'engagement, mais aussi à la manière dont on pourrait engager les autres parties prenantes. Parce qu'ils sont vraiment à la pointe, on n'est pas experts de tout, et donc ils sont vraiment eux-mêmes à la pointe de leur sujet, de la recherche, des initiatives. Et c'est un comité qui a été absolument essentiel dans la construction de la démarche du groupe et dans les résultats de grandes performances qu'on obtient aujourd'hui. Vraiment, si c'est un conseil à vous donner, faites-le. En général, ils sont assez ouverts. Hein. Ils étaient très ravis de participer à ce comité RSE scientifique et ça marche très bien pour décadrer un peu et parler de cette responsabilité élargie. Est-ce que vous auriez chacun, à votre tour, peut-être un mot de la fin à me partager pour une clé pour mettre le collaborateur au cœur du processus de transformation, s'il ne fallait en retenir qu'une, Fatou? Je pense que c'est la communication reliée à la sensibilisation. Donc c'est vraiment communiquer au maximum par tous les moyens disponibles. Certains de mes clients utilisent des comptes Instagram internes pour partager des informations, etc. Donc communication et impact des collaborateurs. Clémentine? Oui, alors Fatou là va pas nous aider parce qu'elle a déjà tout dit, mais oui, en fait, plus généralement, mais ça revient exactement à ce que tu viens de dire. Je pense qu'il faut leur donner du sens. C'est compliqué de transformer ces métiers au quotidien. Ça demande de l'effort. Donc en fait, si vous donnez pas de sens, et c'est aussi ton point de tout à l'heure, c'est important. La sensibilisation et puis aussi l'apprentissage par l'exemple ou en tout cas par l'expérience. On fait beaucoup chez Clépierre d'événements internes, etc. pour sensibiliser notamment les collaborateurs. Mais par l'action, ça aide aussi à mieux comprendre les enjeux. Ouais. Et après, le sens vient un peu plus facilement. C'est plus facile. Sélection.
Patrick? Je vais changer de dimension. J'ai beaucoup parlé des collaborateurs de terrain. Je vais parler du leadership, de l'ambition et de la stratégie. Je pense qu'il est sur les sujets de RSE au sens large, donc people, planète, gouvernance. Il est indispensable qu'il soit connecté au business, aux opérations, que toutes les initiatives connectées à ces sujets aient un impact sur le compte de résultats. La diversité, l'inclusion, l'environnement ne sont pas des sujets philanthropiques. Oui. Si les entreprises font de la philanthropie, elles font de la philanthropie. Quand on est sur l'environnement, l'inclusion, l'équité, on est dans le business. On le fait pour des raisons business. Chez Sodexo, l'inclusion, elle a deux impacts majeurs. Un, la rétention des talents. On a 430 000 personnes, on a 30% d'attrition. C'est énorme. On est une grosse machine à recruter, un peu moins bonne à retenir. On doit s'améliorer. L'inclusion contribue à cette amélioration. Ça, c'est l'impact business. Ce sont des centaines de millions d'euros par an. Le deuxième, c'est la capacité à shifter les conversations avec nos clients. De dire, on a des services qui sont de plus en plus des commodités. Hein, sûr. On a très nombreuses entreprises qui peuvent servir un rapport qualité-prix à une échelle importante dans des collectivités et avec de la qualité. Si on veut shifter les conversations, l'inclusion, le D&I et l'environnement sont deux sujets qui permettent de créer de la valeur avec les clients sur des initiatives conjointes, parce qu'il faut impliquer ces clients, comme tu le disais très justement, parce qu'ils ont les mêmes soucis que nous. Donc il faut trouver des sujets communs où on progresse ensemble sur notre réduction, sur notre d'émissions, sur notre amélioration de taux de rétention de nos équipes et d'engagement. Et c'est ça qui crée la valeur. Et donc, ce sont des sujets éminemment business. Si on sort de cette logique-là, il ne faut pas le faire en entreprise. Il faut trouver un autre terrain de jeu. Il y en a plein. Mais celui-là, ce n'est pas le terrain d'entreprise. Parfait. Merci beaucoup à vous trois pour cette conversation très riche. On peut les applaudir. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous cet après-midi.